Tu sais me prendre des photos, comme la dernière fois, et des vidéos, mais en portrait. pas en paysage. Nickel. Quoi? Non, les photos, ça peut être les deux. Ah, il faut faire un peu de... Ah oui. Comme ça, on fera un peu de com. Ce sera sympa pour toi, Cérine. Bam, com. Tu vois? Ton spectacle, il était censé commencer quand? Il y a 4 ans, je crois. Bienvenue, les gars. Merci. Bienvenue dans À peu près sérieux, hein, le podcast mi-hilar, mi-deep et super authentique. Moi, c'est Aubin, hein, l'hôte de cette émission, psy et podcasteur à mes heures perdues. Et cette semaine, je suis accompagné de 2 personnes de talent. Wow. J'ai nommé Edson et Cérine. On peut s'applaudir vite fait. Ouais. Bien quoi. Nos Insta s'affichent actuellement sur la base de nos micros. Voilà. Comme ça, voilà. Typiquement, voilà. Ou montre Cérine des mains. C'était pas français cette phrase. Très bien. J'aime bien commencer l'émission, Cérine, avec une petite présentation des invités. D'accord. Tu vois, comme ça, c'est pas badant pour vous. Vous êtes pas là en train de bégayer. Alors moi, j'ai fait ça de ma vie. Ça, c'est sympa. Et donc, Merci pour nous. tu vois. Toi, tu connais la musique, tu Ouais, vois. je connais plus ou moins. Le Gava, en face de moi, n'est plus à présenter. Hein, il est acteur, il est comédien. Vous l'apercevrez prochainement dans Jua, hein, réalisé par Ganji Mutiri, mais aussi toute une autre panoplie de projets cette année 2021. Inch'Allah. De séries, de théâtre, il me semble. Hein. Bref, il s'agit du seul, de l'unique, du flamboyant. Edson Hannibal. On peut te réapplaudir à nouveau. Ouais, applaudissez. Merci. Mais applaudis-toi, frère. Parce que, ah oui, d'accord, parce que c'est vrai que je suis flamboyant. T'es flamboyant. Bien sûr que t'es flamboyant. m'auto-applaudis. L'humoriste, ici présente à ma droite, hein, est une star. Une star montante de la scène humoristique belge, mais pas que. Hein, puisqu'elle joue en français, elle joue en anglais, et même in het Nederlands, ja. T'as vu, Zarma, je sais parler flamand. On a sorti les bases du flamand de secondaire. Stel-je-voor. C'est tellement dramatique. Ah là là. Cette dernière est une fan invétérée de Maria Carey. Hein, sans doute à l'image un petit peu de son côté diva. Et puis, tel Jean-Baptiste Grenouille, elle dispose d'un odorat fin À fond. et délicat. Ouais. Ah. Gare à vous, elle vous repoussera sauvagement si vous vous approchez d'elle en portant un bet 1 million. Ok, ça tacle un peu, mais ce sont en fait ces mots, hein, c'est pas les miens. Son aisance sur scène, son charisme et ses punchlines mordantes ne manqueront pas de susciter rire et attendrissement, même chez les plus stoïques d'entre vous. Courez vite la voir sur scène. Oui, courez très très vite dès que vous le pouvez. Son talent est indéniable. Mesdames et messieurs, voici Cérine Ayari. Ouais. Merci. Yes. Et bien voilà pour la petite présentation. Elle est costaude, hein. Elle est chouette. Ouais. Je préférais celle de la semaine dernière. La semaine dernière, il m'a dit des trucs, j'avais envie de pleurer. Ouais. C'était trop touchant. Mais pour mais Cérine, je peux pas te tacler ou tu vois, toutes les semaines, sinon ça fait vraiment genre, je suis amoureux de lui, quoi. Tu vois, je peux pas. Quoique c'est peut-être vrai, mais ouais, peut-être un peu. Cérine, j'ai 2 questions à te poser avant qu'on commence. Hein, en parlant de la thématique, et je vais la présenter dans un instant, mais ces 2 questions, c'est d'abord, premièrement, il faut que tu m'expliques ton amour obsessionnel pour les chameaux. Déjà ça. Et puis, deuxième chose, qu'est-ce qu'elle est devenue, Dorine de Villevorde? Parce que c'est aussi une question qui me taraude. J'ai vu ça. T'as vu ça? J'ai vu ça. Alors, les chameaux, en fait, je trouve que c'est un chouette animal. C'est beau. Et en fait,
tu vois, je me suis dit un jour, il y a trop de gens qui savent pas des trucs sur les chameaux. Ouais. Et on pense direct chameau désert. Ouais. Alors qu'il n'y a pas que des chameaux dans le désert du Sahara. Il y a des chameaux dans le désert. Non, mais je te jure, il y a plein de trucs. Et en plus, il y a des chameaux qui sont tués en Australie tous les jours et tout parce qu'il y a une surpopulation de chameaux en Australie. ouais. Genre, il y a plein de trucs. Les chameaux, les gens, ils pensent chameaux, ils pensent paquet de cigarettes Camel et Sahara. Alors que non, il y a plein de trucs super intéressants sur les chameaux. Ouais. Et donc, du coup, un jour, je me suis dit, mais il faut que j'en parle, en fait, parce que tout le monde est là en train de parler de chiens et de chats et de dauphins. Lion, ça aussi c'est Ok. un animal assez populaire chez mon animal préféré mais pas assez du chameau quoi. Tu vas donner de la force un petit peu aux chameaux, quoi. Ouais, et surtout quand j'ai appris il y a 5-6 ans qu'il y a énormément de chameaux qui se font tuer en Australie et je suis chameau. Donc je me suis dit ouais, je vais défendre la cause et je vais plus parler du chameau et c'est marrant parce que comme par hasard, moi ça fait 2 ans que je parle de chameau. Comme par hasard, Ikea commence à vendre des trucs avec des imprimés chameaux. Casa commence à vendre des trucs. Dylan Camille commence à vendre des trucs avec des imprimés chameaux. Donc voilà, je vais pas dire que je lance des trends, mais voilà. Mais t'es visionnaire, quoi. Ouais. Mais putain, tellement. C'est ça. Tellement. Loin que le Moi, je reste suis du dans le monde. turfu et Si. ce qu'il y a avec le chameau, ça va devenir le nouveau chien. Ouais, certainement. Hein. Ah bah certainement. oui, c'est sûr. Bah, un chameau dans son jardin. Mais tu sais que ça, c'est mon rêve ultime, c'est qu'à la retraite, je me fais construire ma maison de rêve et dans mon jardin, j'ai genre 2 petits chameaux qui se promènent. Donc tous les matins, je suis là avec mon thé en train de regarder par la fenêtre de ma cuisine Ok. et je vois des chameaux qui se promènent. Et tu les appellerais comment? Alors, à la dune. Et la femelle, je sais pas encore. Ok. Ouais, mais le mec, ça va d'office être à la dune. À la À la dune. À la dune. Ça fait, hein? À la dune. Ouais. C'est genre À à la la dune. dame et dune, à la À dune. la dune, ouais. Parce que les dunes, c'est Voilà. vraiment dune. Si, lourd. Parce que Ah. des boss. Alors, Mais voilà pour les chameaux. ouais. Et Dorine de Villebourg. Alors, elle a déménagé. Allez, ses parents ont déménagé. Elle, Ok. elle allait vivre avec son mec. Donc, j'ai plus trop de contact. Ouais, j'ai plus trop de contact. Je crois qu'on se follow encore sur Facebook. Mais non. Oui, mais après, voilà. Vite fait, quoi. Ouais. Il y a plein Ouais. de gens que tu suis sur Facebook. Allez, que sur Facebook, t'es pote avec. Parce que voilà, quand t'étais Ouais. petite, j'ai Facebook, toi aussi, viens, on se suit. Mais ouais, j'ai plus du tout de nouvelles d'elle. Quel dommage. Ouais, par contre, ce qui est marrant, c'est que son cousin, qui est genre un bruxellois méga woke, m'a envoyé une fois un message pour dire qu'il kiffe trop ce que je fais. Ok. Et je trouvais ça marrant parce que je suis putain, si tu savais combien de thunes je me suis fait sur le dos de ton oncle. Ta cousine, à l'aise. Ouais, d'ailleurs, allez checker ce sketch sur. Je pense qu'il est sur What the Fun. Ouais. Et c'est le titre de ce sketch, c'est J'ai déménagé à Villebourg, je pense. Il est vraiment. Il m'a fait gaulerie. Putain, j'étais dead et je voulais la suite de Dorine et ça trottit. Alors, on va pas en dire plus. Allez checker. Hein. Voilà. Les gars, la thématique du jour, pour vous dire un petit peu, c'est vivre de sa passion. C'est intense ou pas? C'est Beaucoup de larmes. beaucoup. Beaucoup de larmes. C'est très intense. Je Sans voulais. beaucoup de- Cette remise en thématique question. m'est venue à la suite de conversations avec un peu mon entourage, Mhm. comme en fait toutes les thématiques qui me viennent à l'esprit pour le podcast. Et je m'étais dit, ça va être cool de parler avec 2 comédiens, une humoriste et un acteur. Et donc, du coup- Actrice aussi, non? ouais, c'est vrai, Aussi. et un peu actrice aussi, Mhm. et un peu beaucoup. Mais non, Inch'Allah encore plus. Putain, j'espère. J'ai fait ces auditions la semaine dernière. Ok. Si j'ai le rôle, c'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Si. Du coup, je voulais vous poser cette première question, mais est-ce que vous êtes passionné par ce que vous faites? Et à quel moment vous avez un peu trouvé cette passion? Vous vous êtes dit, ok, c'est ça que je veux faire. Tu vois, Cérine, si tu veux bien commencer. Moi, toute ma vie, j'ai tout le temps envié. Ouais, Envié. Quand j'allais beaucoup voir des concerts avant, quand j'étais plus jeune, genre entre, je sais pas, 10 et 20 ans. J'allais énormément à des concerts et j'étais tout le temps là, putain, moi aussi, je veux être sur scène comme Ok. ça. Mais voilà, je sais pas chanter, je sais pas danser, je joue pas d'instrument. Mais c'est tout le temps quelque chose que je me suis dit, putain, je crois que là, je serais super heureuse. Et c'est après, quand j'avais, je crois, 23-24 ans, que je suis partie pour la première fois aux États-Unis.
et à New York, et que je suis rentrée dans un comedy club parce que voilà, il y a quelqu'un qui me vendait des tickets dans la rue. Je suis ouais, why not, on sait pas quoi faire ce soir, on va aller voir du stand-up. Et je connaissais, pour moi, le stand-up, c'était le DVD d'1 heure de Gad Elmaleh. Le one man. Le one man dans une grande salle. Et c'est là où, quand je suis rentrée dans un comedy club, j'ai trop kiffé la vibe, j'ai trop kiffé le fait que voilà, t'es là, t'as des petites tables, tu peux te commander à boire, tu peux te commander un truc à manger si tu veux. Hop, t'as la petite scène, les humoristes qui passent l'un après l'autre. Que j'étais, ouais, ok, ça aussi, ça existe, parce que je ne connaissais pas. Et à ce moment-là, j'étais là, putain, mais en fait, c'est ça. Mais ça a duré quand même 3 ans avant que je monte enfin sur scène. Mais voilà, c'est à partir du moment où je suis rentrée dans un comedy club à New York que je me suis dit, ok, maintenant je vais tout faire pour arriver là. T'étais conquise, t'as vu, et t'étais là, ok. J'étais ok, c'est pas un show d'1 heure où il faut savoir danser aussi et chanter et tout, non. Où il faut remplir, je sais pas, des stades et des trucs, mais ça peut aussi être un truc dans un petit comedy club comme ça. Et ouais, tout d'un coup, tu sais, le grand rêve est devenu beaucoup plus accessible. Réaliste. Voilà. Ouais, ça a nourri un peu ton besoin de concret. Ouais. Tu pouvais voir un petit peu la chose que... Exactement. Et c'est aussi un conseil que je donne tout le temps quand il y a des gens qui me contactent. Ouais, j'ai envie de faire du stand-up aussi. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Va dans des comedy clubs. Ouais. Tu vas, tous les week-ends, tu vas dans un nouveau comedy club. Tu vas et tu regardes. Bah ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire de l'humour parce qu'ils regardent des vidéos YouTube et des Netflix specials et tout. T'es là, non mais... Il y a plus que ça. Tu te calmes. Parce que c'est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Ouais. C'est beaucoup plus technique, et aussi c'est chouette aussi de voir l'évolution d'un humoriste et de voir, ah ouais, ok, il y a 2 semaines il a fait cette blague comme ça et maintenant il a fait comme ça. C'est comme ça que tu arrives un peu à voir comment le travail se fait, et aussi voir comment les gens ils bident aussi, c'est super important. J'avoue. Voir le malaise et tout, que tu dis, ah ouais, ok, putain, c'est ça, faire un malaise. Oh putain, regarde comment il reprend la chose et tout. Et ouais, t'apprends plein de trucs techniques hyper importantes. Donc à 23 ans, pour toi, t'as été à New York, t'as découvert, t'as découvert le stand-up et t'étais là, ok, c'est ça que je veux faire, c'est ma passion. Mais ça l'était déjà un peu... Enfin, c'était un peu en toi, c'était juste que t'avais pas encore mis des mots dessus, et puis le fait de voir, ça fait tilt, quoi. Exactement, ouais, parce que j'ai toujours été marrant. Allez, les gens me disaient tout le temps, putain, pétage de rire avec toi et tout. T'es trop MDR. et ouais, donc... C'est trop MDR. Ah là là. Cérine, elle est vraiment... C'est beaucoup de gars aussi qui t'ont dit ça. Ouais. J'ai beaucoup eu le truc, putain, pour une meuf, t'es vraiment marrante. Ouais. Et ouais, des trucs comme ça, et même les filles aussi, et même, allez, je me rappelle parfois, tu sais, même à l'école ou au taf ou quoi, j'arrivais à faire rire les gens qui n'étaient pas censés vraiment rire, les boss ou les directeurs et des trucs comme ça, et j'arrivais quand même à les faire rire. Donc ouais, j'ai tout le temps, je sais pas, j'ai tout le temps su qu'il y avait quelque chose que je me disais, ah ouais, la manière dont moi je raconte les choses, même la manière dont je raconte mon mal-être et comment je m'énerve et comment je raconte les merdes qui se sont passées dans ma vie, ben, moi je suis là en train de m'énerver, en train de faire un gros rant, et les gens ils sont en train de péter de rire. C'est une forme de thérapie un peu, hein, le stand-up, j'ai l'impression. Ouais, tu vois, c'est grave. Tu vois, c'est un beau défouloir. Ouais. Une belle façon de canaliser, de centraliser un petit peu tout ce qui va pas, et tu vois, de lui donner un sens, de lui donner de la forme. Et lorsque tu le délivres aux gens, ben ça fait un peu exutoire, tu vois. Après, ouais, mais c'est pas de la thérapie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient, ah ouais, c'est tout, je vais faire du stand-up et tout, je fous tous mes problèmes. Raconter mes problèmes. Ouais, je vais raconter mes problèmes. Et les gens vont kiffer. Ouais, les gens vont kiffer, alors que... Et le succès et l'argent viendra. Alors que t'es là, non, mais meuf, c'est malaisant, tu dois aller voir un psy, là, ça va pas. Le nombre de spectacles de stand-up où tu constates que c'est ça. Tu cringes, t'es là, c'est quand même pas... On voit qu'elle est pas bien, quand même. Elle va vraiment pas bien. Personne... Faut qu'elle ait parlé avec quelqu'un de professionnel. De ouf. Toi, Edson, on a fait une petite aparté, mais toi, ta passion, tu l'as découverte quand ? À quel moment tu t'es dit, ok, c'est ça que je veux faire ? Est-ce que c'est l'acting ? Peut-être que c'est pas forcément ça, et que l'acting, c'est qu'un moyen. Enfin, je sais pas. Investigant. Tu poses des questions pièges, frérot. Ben déjà, il y a plusieurs étapes. Je pense que j'ai toujours été passionné de cinéma. J'ai toujours kiffé les films. Au point où je peux me taper des journées entières à regarder que des films. Et parfois même aller regarder une deuxième fois le même jour
parce que je veux savoir comment ça se passe, etc. Et je pense que j'avais 15 ans. Ouais. Avec ma classe, on était allé voir, assister à un tournage, le tournage de Claude François, du film sur Claude François, de Clo-Clo. Et donc on est dans un théâtre et ils font semblant de donner un concert. Donc c'est Claude François qui donne un concert. Il est là, viens à la maison, il y a les enfants qui chantent. On est sur le côté et je vois que tout le monde se fait chier dans ma classe. Parce que c'est long un tournage, il y a quasiment rien qui se passe. Et il y a beaucoup de travail technique. Et puis on dit, bon, on va y aller. On attend 5 minutes. Ouais. Ensuite, on dit action pour 10 secondes. 10 secondes de jeu, ça s'arrête. Et t'as toute l'équipe technique qui reprend son travail. Ouais. Donc, et je réalise que je suis le seul, ou l'un des seuls à être... Avoir de l'engouement. Ouais, à être complètement captivé. Mais je suis surtout captivé parce que fait un petit peu ton mic, ouais. Pardon. T'inquiète. C'est bon ? Ouais, c'est parfait. Et j'étais surtout captivé parce que faisait l'acteur principal. Donc Jérémy Régnier, qui était sur scène. Ok. Et je voyais tout ce qui... Ah, c'était pas ça la chanson, c'était Si j'avais un marteau, si j'avais une cloche. Ouais. C'est exactement ça. Et je vois toutes les variations qu'il fait entre les prises. Donc sur la prise 1, il la joue simplement calmement. Oui, ouais. Sur la prise 2, il voit qu'il y a un problème de micro parce que Claude François, il était hyper maniaque sur scène, donc il tire le micro pendant qu'il est en train de chanter. Ouais. Sur la prise 3, il fait autre chose, il danse différemment, et je suis là et je suis complètement captivé par ce qu'il fait. Et il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, il y a moyen que ce soit ça, frère. Il y a moyen que ce soit ça. Mais j'ai pas écouté cette voix, tu vois. Tu l'as bien tué. Je l'ai bien tué pendant genre 3 ans, 3-4 ans. Et heureusement que j'ai doublé, en fait, parce que si j'avais pas doublé, on n'aurait jamais joué cette fameuse pièce. Ouais, parce que Cyrine, on a fait une pièce ensemble qui nous a un peu découvert sur le plan scénique. Ouais. Et amical aussi. Ouais, et amical aussi. Mm-hmm. D'ailleurs, on a tourné un épisode un podcast, juste lui et moi. Je fais la pub. Mais allez checker À ceux qui osent, épisode 1, où on parle de ça encore plus longuement. Ouais. Cyrine, tu sais quoi faire de ton prochain week-end, hein? Exactement. Voilà. Mais et donc voilà, donc 3 ans plus tard, on a joué cette fameuse pièce, et le soir de la première, je me souviens en fait, la première chose que j'ai comprise en arrivant sur scène, parce que on jouait devant le public et on parlait au public, c'était la première chose qui se passait. Et j'arrive et je leur parle, je m'adresse à eux et je vois leurs yeux et je vois leur sourire. Et je me dis, ok, ça va être ça. Je me dis, ça va être ça pour le reste de mes jours. On sort de scène, c'est l'extase, c'était limite orgasmique. Ouais. J'ai marché tout seul jusque chez WAM en dansant dans la rue. Je montais sur les voitures, etc. C'était intense. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce serait probablement ça. Tu vois, en t'entendant parler, tu vois, je me rends compte qu'il y a, tu vois, il y a une sorte de dénominateur commun à ce qu'on dit, tu vois. Ce que vous dites tous les deux, c'est un peu le côté, ça répond à ton besoin de sens. Tout à coup, t'as une direction. Une sorte de waouh, il y a un alignement qui se fait, tu vois, un petit peu dans la passion, tu vois. C'est ça qui est fou, tu vois. Parce que toi, tu te retrouves à New York, ok, on te donne un ticket vite fait, et puis tout à coup tu t'assois, tu regardes ça, tu fais wow, c'est ça que je veux faire. Et la même chose pour toi, tu montes sur scène, la première représentation, elle est là, damn. Yes. C'est filled et tout. Est-ce que c'est difficile de se lancer dans sa passion, selon vous? Ouais, parce que, allez, je sais pas pour toi, mais moi, dès que je suis allée voir le premier, quand je suis revenue de New York, tous les soirs, avant de dormir, je suis là dans mon lit et je m'imagine sur scène. Et c'est le petit rêve que t'as avec lequel tu t'endors tous les soirs. Tous les soirs. Yeah. Tous les moments où ça va pas, t'es là dans les embouteillages. À n'importe quel moment, tu t'imagines sur scène en train de faire une standing ovation, des trucs de dingue et tout. C'est ce rêve avec lequel tu t'endors, tu te réveilles. Ces trucs, voilà, c'est tout le temps dans ta tête. Donc le jour où tu dis, ok, bon, maintenant, je vais faire le premier pas. Et je vais arrêter de rêver et je vais me réveiller. Ça fait peur parce que tu dis ouais, et quoi? Et si ça va pas, du coup, avec quoi je m'endors, moi, tu vois? Avec quoi Et c'est ce que j'ai eu dès que j'ai commencé le stand-up, après genre 3-4 mois. Tout d'un coup, je me rappelle, j'étais là dans ma chambre et j'étais là genre putain, je rêvais trop de faire la première partie de tel humoriste et je l'ai fait. Et maintenant quoi? Et ça fait peur. T'as accompli ton critère ultime. Exactement. Un de tes critères, c'est là, genre. Et c'est réel, en fait. Ouais, et ça fait peur parce que du coup, tu dis.
Allez, tu vois, c'est quand même un rêve. Tu vois, les rêves, c'est des trucs qui te tiennent à cœur et c'est des trucs méga personnels aussi. C'est entre toi et toi. Allez, c'est et là tout d'un coup de t'afficher, d'en parler, de te donner la chance de vivre ton rêve. Putain, ça fait méga peur ce truc. Mais de ouf. Wow. C'est marrant parce que là, enfin, tu vois, pour certains, tu serais, t'es déjà une bête de meuf d'avoir accompli. Ne fût-ce que ça, les gens s'arrêtent sur ça et disent attends, mais qu'est-ce qui t'a poussé depuis? T'étais dans ta chambre, très bien, hein, t'étais dans ton lit, tu rêvais. Pourquoi t'as quitté ton lit et qu'est-ce qui t'a poussé à monter sur scène et genre il y a plein de gens qui ont un blocage dans tout secteur confondu, qui les passionne en fait, qui sortent un peu des sentiers battus, tu vois, et qui sont là en mode genre mais non, je suis bien dans mon truc normal. Mais qu'est-ce qui donc du coup t'a poussé un petit peu à monter sur scène, à prendre un micro Bah moi je crois que c'est il y a ma maman qui est tombée malade, elle a eu un cancer et à ce moment-là je travaillais dans l'immobilier et je faisais entre le taf et l'hôpital, l'hôpital. Et un jour il y a mon boss qui me dit ouais Cérine, je sais que ta maman est malade mais bon on a des targets. J'étais vraiment là genre mais quel fils de chien ce mec. T'es là, allez je suis là en train de vraiment j'ai pas envie d'être là, tu vois, il y a ma mère qui est malade mec. Et c'est là où tout d'un coup je me suis dit mais en fait il faut que j'arrête d'attendre ce rêve, il faut que j'arrête. Ça fait 3 ans maintenant que tous les soirs je m'endors avec. Il y a un moment où moi aussi je peux tomber malade comme ma mère qui était jeune et qui est tombée malade. Je me dis mais j'ai pas envie de terminer comme elle, j'ai pas envie de à 55 ans tout d'un coup me dire putain mais merde quoi. J'ai pas vraiment vécu, j'ai pas vraiment fait tout ce que je voulais faire de ma vie. Yes. Et que je me suis vraiment dit non, il faut que je le fasse parce que en plus à ce moment-là, j'avais 26-27 ans et je me suis dit mais attends, c'est maintenant, tu vois. C'est maintenant que je peux encore le faire, c'est con, tu vois, mais en tant que femme, je me dis, c'est maintenant que je peux encore le faire parce que 33 piges, on va me poser d'autres questions, tu vois. Alors que maintenant, je peux encore être là, genre, ouais, mais non, mais je teste un nouveau truc. Et ouais, donc, c'est là où tout d'un coup, je me suis dit, tac, 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 allez, hop, je le fais. Je suis allée sur Internet, j'ai trouvé un comedy club qui faisait des soirées en anglais, des open mic en anglais à Anvers. Je me suis inscrite, j'ai pris 3-4 potes avec. Je leur ai fait, les filles, on va faire un truc de dingue aujourd'hui, suivez-moi, j'ai juste besoin de vous. Ok. Je l'ai fait et ouais, puis je suis descendue de scène et je suis oh putain de merde, comment j'ai trop envie de pas partir, il y a moyen de la refaire et ouais, c'est là où j'ai su que... encore plus convaincu quoi. Ouais, j'en avais besoin parce que j'étais avec plein d'humoristes qui étaient genre là, ah putain, c'est ta première fois, bonne chance, good luck, non mais t'inquiète, même si ça va pas aller, sois fier de toi quand même. Et puis j'ai démonté le truc, je suis remontée sur scène. Ils avaient peur de passer après moi et tout. J'étais là, hack. Et j'avais trop bon. Et ouais, et c'est là où tout d'un coup, je me suis dit, ouais, j'étais trop fière de moi. Et c'est ça, en fait, ce qu'il faut faire quand t'as des rêves et tout. Mets-toi des petits obstacles. Et rien que le fait que t'oses le faire, ça va te donner de la fierté et ça va te donner de l'assurance pour continuer. Des micros objectifs. Exactement. C'est des escaliers d'objectifs, quoi. Tu fais par étapes. Mais tu sais, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est pas du tout marrant en fait. C'est hyper profond. C'est pas marrant. Pourquoi je dis ça? Non, mais parce qu'il est drôle. Ok, merci. Désolé. Non, je voulais dire, c'est quand même une belle révélation. C'est une sorte de, tu vois, ta maman est tombée malade. Tu vois. Ta maman tombe malade, c'est un drame de vie parce que ça te fait réaliser tellement de choses, tu vois, par rapport au sens de la vie, ouais, les choses, enfin, la vie n'est pas acquise en fait. Exactement. Et quitte à vivre une vie pleine, autant la nourrir et fill up all the things, you know, tu vois, de ce que qui te passionne, de nourrir tes rêves, tes ambitions, et t'avais plus aucune excuse en fait, parce que ça t'a mis t'as mis dos au mur, tu vois. Tu disais, ok, bon, bah, j'ai plus le choix, je dois le faire. Au moins une fois, quitte à regretter après, mais au moins je le fais, tu vois. Ouais, parce il fallait absolument que je fasse quelque chose. Et j'avais pas envie de prendre un crédit pour m'acheter un appartement. J'avais rien à faire de m'acheter un appartement. J'avais pas nécessairement envie de me mettre en couple, faire des gosses, me marier, tout ce genre. Il y avait tous les trucs qui devaient se passer, soi-disant, dans ma vie. À cet âge-là. J'avais pas envie de le faire. Donc j'étais, bon, bah, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Et là, je dois le faire maintenant parce que demain, ça sera trop tard. Est-ce que, c'est une question qui me vient, mais est-ce que tu vois, quand t'es monté sur scène et que du coup ça a fait tilt un peu, j'ai l'impression que ça tilt avec le besoin de sens, tu vois. Tout à coup, t'es là genre, ok, c'est ça que je veux faire, mais beaucoup plus pro. En fait, non. Je viens de trouver.
Ok, les gars, hear me out. Non, ça rime avec son identité, je pense. Mhm. C'est pas genre un peu le côté, je sais qui je suis maintenant, vu que je connais ma passion et je sais investiguer plus là-dedans. Ouais. Tu vois, Ouais, non, c'est d'office, ça. c'est un petit peu ça. Moi, je dirais pas que, en tout cas, personnellement, ça n'a pas été direct et définitif. C'est pas, je me suis pas dit, je sais qui je suis, mais je me suis dit, c'est là que je veux aller. C'est plus ça. Et c'est au fur et à mesure, et c'est en grande partie grâce à ma passion qu'aujourd'hui je sais qui je suis et qui j'ai envie d'être. Mais au départ, c'était en tout cas perso, c'était plus, ok, c'est là que je veux être. Maintenant, il faut déterminer ce que je veux être dans cette voie-là. Je sais pas si. Est-ce que tu vois, pour rebondir et te poser la même question, mais comment toi, tu vois, tu l'as vécu, le fait de... Est-ce que c'était difficile pour toi d'entamer le chemin de ta passion? Oui, bien sûr. Ouais. Ça m'a pris... Tu sais que ça t'a pris 3 ans? Déjà, ça m'a pris 3 ans pour oser monter sur scène. Mais je pense que ça m'a pris encore 2 à 3 ans pour oser me lancer dans cette voie pour de vrai. Malgré qu'on me dise il faut que tu le fasses vraiment, et t'as un truc spécial, etc. Ah mais attends, Cyrine, il faut que tu saches. Donc on était à l'école ensemble. Et ça le démangeait non seulement lui-même, mais tout son entourage, c'était genre en mode frère, c'est pour quand c'est pour quand que tu montes sur scène, c'est que tu retrouves ça. Mais aussi je correspondais pas, en tout cas dans la vie de tous les jours, je correspondais pas à ce qu'on visualise du comédien, de l'acteur, tu vois. Parce que je suis de base assez introverti, je parlais pas beaucoup, j'étais observateur, timide. Et les gens, quand ils imaginent un acteur, ils imaginent, surtout un acteur renois, ils imaginent Will Smith, tu vois le délire. Donc, ils imaginent un gars qui arrive, et tout le monde pète de rire, et tout le monde éclate, etc. Le prince de Bel-Air. Donc moi-même, je me disais, ouais, ok, j'ai fait rire quelques personnes, j'ai plu à quelques personnes scéniquement, mais qu'est-ce que je vais foutre là-dedans, tu vois? Pourquoi moi, j'arriverais à faire ce métier alors que d'autres s'essayent à le faire tous les jours et se cassent la gueule. Ouais. Et donc, tu pars de ce principe-là et tu te lances dans un parcours plus classique. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Donc, toi, t'as fait de l'immobilier, tu vois. Moi, j'ai essayé de faire du droit. J'ai arrêté. Moi aussi, j'ai essayé. T'as essayé le droit? J'en ai que dalle. Ouais. C'est ça. On essaye de faire des trucs et on réalise on est juste pourri, tu vois. Ouais. T'es juste pourri. Le seul moment où t'es bon, c'est sur scène. Je te vois bien, méga. Ah, mais déjà, en plus, moi, je faisais de l'immobilier au centre de Bruxelles, tu vois. Donc, les gens, ils venaient rendre visite et tout. Je disais, mais cassez-vous d'ici, c'est trop cher. Allez en Flandre, allez en Wallonie, vous êtes fous ou quoi? Non, mais tu vas payer pendant 30 ans, cousine. Okay. J'arrivais pas. Je trouve que... En tout cas, pour avoir écouté certaines de tes interviews, je pense que c'est aussi une question de fuego, c'est une question de feu, tu vois. Et ça t'animait juste pas, quoi. Ouais, t'étais là en mode bon, la visite. Donc, du coup, le prochain, c'est à quelle heure? Ok. Ouais. Et en plus, pire, c'est que voilà, je sais pas si t'as fait d'autres taf ou quoi, mais moi, c'était genre, allez, si tu fais ça bien pendant autant de temps, bah, t'auras la voiture de société. Et puis que je t'ai mais en fait, je m'en s'en bats les couilles, en fait, ouais. Ouais, et après, tu vas voir ça, et après, tu vas... Genre, tous les trucs que je pouvais avoir en évoluant dans le taf que je faisais, ben, ça m'intéressait pas, en fait. Ouais. Et alors que dans le stand-up, je recevais rien du tout, mais ça m'intéressait trop. Tu recevais les rires des gens. Oui, non, mais je veux dire, je mangeais pas, tu et vois. le soutien. Et aussi, ok, ouais, non, rien de matériel concret, tu vois. Voilà, au début, là, je recevais rien du tout. C'est un métier ingrat au début parce que, en fait, t'étais vraiment, j'ai l'impression, en fait, tout artiste, c'est ça, mais t'es payé en fonction de ton en partie, pas dans tous les cas, mais de ton succès et de ta niaque et du fait, ce qui est très cool aussi, parce que si tu perds, si tu plais aux gens, les gens vont... C'est une belle preuve d'assurance que tu vas gagner sur la durée un peu. Si les gens te kiffent, tu vois. Mais ça veut dire qu'au début, t'es là, si t'as pas fait tes preuves, que tu galères, tu te lances, c'est plus difficile d'avoir une sécurité financière et une stabilité. Encore plus en ces périodes, c'est délicat, quoi. Ouais, non, d'office. Ouais. Justement, on parlait d'un peu des rêves, tu vois. La scène dans ton lit, tu vois, où tu montais sur scène. Et j'ai été checker un peu sur ta page Insta. Edson. Moi? Et ouais,
Et en fait, je savais cette histoire. Je suis pas trop. Je te laisse voir les oreilles, frère. T'inquiète. Alors, j'ai trouvé un petit texte que t'as écrit qui m'avait énormément touché. Mm-hmm. Je me souviens à l'époque où tu l'avais publié. Mm-hmm. Et ça résonne vachement avec la thématique d'aujourd'hui. Je suis tombé dessus vite fait comme ça, tu vois, mais tu parlais un petit peu entre le conflit. Mais c'est ça, pour vous situer un petit peu la chose, c'était le conflit entre le rêve et l'accomplissement, tu vois. Donc t'es sur un projet, un tournage, et tu bloques sur le plateau. Yes. Tu vois. Yes. Je vais te laisser raconter la suite. Tu te souviens du texte ou pas, ou tu veux que je le lise? Tu veux que je lise le début ou... T'es pas obligé de le lire, si tu peux juste un peu... Oui. Tu dis qu'en gros, tu vois, tu te... Bah si, je vais le lire, c'est bon. Moi, il est trop bien écrit. Je me souviens que j'étais si nerveux que je me trouvais paralysé sur un plateau, incapable de dire quoi que ce soit. J'étais tellement dans une optique de je reviens de loin, j'ai pas le droit à l'erreur, que j'avais oublié l'une des choses les plus importantes dans ce métier, prendre du plaisir et en partager. Voilà. Pour y arriver, j'ai dû apprendre à démystifier mon rêve, accepter que j'y avais droit et qu'il me fallait arrêter de m'excuser d'être là. Uh-huh. Et puis voilà, je vais pas lire la suite, mais vous pouvez aller le voir sur la page Instagram de Edsan. Ouais. Mais est-ce que ça fait résonner en toi? Oui, bien sûr. Mais c'était pas qu'un seul tournage, c'était les 3 premiers en fait. D'accord. Et en fait, professionnellement, j'ai tout de suite travaillé sur d'assez gros projets, des projets assez volumineux. Et je me suis retrouvé sur ces projets confronté à des gens que je voyais à la télé, tu vois, des stars. Alors, je dis pas stars entre guillemets parce que c'est vraiment des stars, mais c'est des personnalités. En fait, c'est surtout un milieu qui peut être intimidant. Bah bien sûr. Et effectivement, comme j'ai jamais, on va dire, on en a discuté la semaine dernière, mais je viens pas d'un milieu qui favorise la réussite sociale. Et en arrivant sur ces projets, à chaque fois, je me disais, putain, il faut que je donne tout, il faut que j'y aille, il faut que j'arrive. Et je me retrouvais sur les plateaux complètement paralysé. Pourquoi ? Parce que je pense que je me mettais une telle pression, que j'en oubliais l'essentiel, qui était que, en fait, je faisais ce que j'aimais, que j'étais privilégié d'être là. Et que, à mon sens, jouer, c'est d'abord partager quelque chose, c'est d'abord communiquer quelque chose, que ce soit avec le partenaire qui est en face de toi ou avec un public. D'abord, vous communiquez quelque chose et ensuite, tu penses à toi et ta performance. Ou avant, en amont, tu t'entraînes, tu répètes, etc., etc. Mais une fois que tu arrives, tu lâches les chevaux. Et tu prends un maximum de plaisir. Je sais plus où j'en étais du coup, maintenant je me suis perdu dans mon explication. Mais non, tu disais que tu vois, tu retrouvais, donc tu as commencé sur les plateaux, avec des gens très connus. Dans les faits, oui, dans les faits, en gros, c'est, je devais jouer, j'obtenais les castings assez facilement, surtout au début, tu vois. Et donc je me disais, putain, mais ça veut dire quoi? Je suis vraiment si chaud que ça? Je suis vraiment, oh merde, tu vois. Et donc j'arrive sur les plateaux, etc. Et tout se prépare, la caméra tourne, action, mon partenaire me dit un truc. Oh mec, je sais plus ce qui se passe. Je sais plus du tout ce qui se passe. Ah, j'ai aussi déjà eu ça. Ouais. Et t'es là, elle dit, je vais jamais y arriver, je vais jamais faire ça. Attends, mais paralysie, je veux dire, pas seulement physique, je veux dire même la parole, tu vois, rien sort. En gros, ou bien je parle comme ça, tu vois. J'ai plus rien envoyé, plus rien truc, alors que justement, c'est quand même, je pense, l'une de mes qualités scéniquement, c'est que je prends de l'espace. Ouais. Et donc je me dis, merde. Qu'est-ce qui m'arrive? Et sur le premier projet, l'angoisse. C'est ce qui m'arrive. L'acteur en face de moi, Pascal Zondi, ici, il ne nous verra pas, mais je lui fais quand même un bisou, qui est un vieux de la vieille, 45 ans de métier, il a fait les meilleures écoles à Paris, etc. Bref, c'est le papa dans Qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu, en face de Christian Clavier. Et Ah non, en fait, il est pas si bien que ça, ce film. Mais non. Tu vois le monsieur. Ouais, je vois c'est qui. Ouais. Et il est là, et on tourne une dizaine de jours ensemble. Et il me fait, à chaque scène, il me fait, mais joue, merde. Je fais, joue.
Et je dis, mais c'est mon premier tournage. Hein. Il me dit, mais il y a la caméra, et en plus par terre, il y a des rails, je sais pas où je dois mettre, etc. Il me dit, je m'en fous, joue. Et à chaque fois qu'on a une scène ensemble, il se fâche sur moi. Et les autres, ils les laissent tranquilles, mais c'est sur moi qu'ils se fâchent. Je suis là, putain, je vais jamais y arriver. Et on avait un genre de grosse scène de confrontation. Si vous regardez le film, elle est pas si ouf, mais sur le plateau. C'était pas si ouf, mais franchement, promis. Mais parce qu'on était père et fils, en fait, et moi, j'étais un petit peu le fils rebelle. D'accord. Et sur le plateau, en gros, on a vraiment fait monter la sauce. Ouais. Et ce jour-là, il s'est vraiment passé quelque chose entre lui et moi. On a vraiment Et on termine la scène, tu vois. Et on joue. On termine la scène. Et le frangin, il se met à danser. Il dit rien. Et il sort. Et il danse. Et je suis là tout seul. Et je me dis, ok, d'accord. Ça commence. Deuxième tournage. Je me retrouve en France, en Normandie, tout seul. C'était un tournage où les gens étaient assez âgés. D'ailleurs, superbe histoire à nouveau. Ouais. Pub. J'en ai parlé dans Asekio. Ouais, mais alors j'en parlerai pas ici. Mais oui. C'était plus le côté thématique des galères. Mais, oui. En plus, j'étais en plein dans. Ouais. Dans mes galères de vie, et j'arrive sur ce plateau. Et pareil, en fait. Mais là, c'est parce que je suis tout seul. Je suis dans un autre pays, dans une autre ville, dans un autre environnement. Je suis seul. Juste avant le tournage, on me coupe blindé de scènes. C'est méchant quand ils font ça. parce que j'ai l'air trop jeune par rapport au personnage, au final. Alors que, enfin, bref. Et donc, je me retrouve et je suis juste complètement paralysé. Et je réalise que j'arrive pas à donner ce que je suis censé donner. Et je le sens aussi dans l'œil du réalisateur ou de la personne qui m'a engagé, quand même, que elle se dit, putain, mais le frère, il m'a envoyé la patate en casting, et pourquoi là, il y a quelque chose qui va plus. Pourquoi il y a un bug Et le troisième tournage, c'est plus ou moins la même chose. Et je me dis, ok, d'accord. Et c'est pour ça que j'ai posté ça, parce que je me dis, ok, ça veut dire qu'il faut absolument que je fasse un travail sur moi. Et que je pars du principe, en fait, que j'avais un rêve, et que maintenant, je suis en train de réaliser ce rêve. Ouais. Et que le rêve, il est mort maintenant. Enfin, il est pas mort, mais il est concret. Ouais. Donc, il faut que je sois à la hauteur de ce rêve-là, et que j'assume mes responsabilités face au rêve. Et c'est ça que je voulais dire par là. C'est qu'au début, on est là, t'es dans ta chambre, tu te dis, ah putain, peut-être que demain ou dans un an, je serai là, je vais tourner dans des trucs, je serai sur scène, standing ovation. Mais le jour où tu te retrouves sur scène et que t'as le public en face de toi, que t'as les caméras en face de toi, il faut que tu conscientises que c'est pour de vrai et que tu es légitime d'être là. Ouais. C'est ça, c'est vraiment, c'est une question de légitimité. Tu sais, c'est marrant parce que tu vois ça fait tout à fait écho à ce que tu dis, hein, mais moi j'entends encore plus le côté, c'était une partie de plaisir jusqu'à ce que ça devienne un travail. Exactement, ouais. Et puis à partir du moment où c'est devenu un travail et tu devais le faire pour le taf, tu vois, commencer à être payé, commencer à avoir un réel qui est derrière toi, tu vois. Ouais. Et qui commence à dire, et je te paye pour ça, tu vois. Arrête déconne pas. Arrête de fignoler. Et donc, du coup, ça te brise et ça te coupe un peu dans ton élan, en fait. Toi, t'es là, mais moi, je joue, c'est nourrir mon besoin de sens, de divertissement, de plaisir, de bonheur, tu vois. Et tout à coup, ça prend un côté méga sérieux, tu vois. C'est même ta sécurité financière aussi, surtout à ce moment-là, tu vois. Et ça peut être très lourd, tu vois. Toi, Cérine, t'as connu un moment aussi où, du coup, tu vois, ton travail, ta passion, c'est devenu un travail vraiment où tu le vivais comme un travail, tu vois. Il y avait plus ce côté léger. Ben, il y a eu deux différentes. Il y a celui avec les tournages et tout que j'ai eu, où là, ben, comme toi, en fait, j'ai exactement la même chose. Et surtout parce que je me mettais en mode, tu vois, le début de 8 Mile. Il y a one shot, one opportunity. This is everything you ever wanted. Et j'étais vraiment là, genre, vas-y, Cérine. Exactement. Et ça me bloquait parce que j'étais là. Alors que pendant l'audition, ils ont vu la Cérine authentique. La Cérine qui en avait un peu rien à foutre, qui était là, genre, entre deux meetings. Ah ouais, j'ai vite fait une audition. J'ai vite passé. Je connais à peine mon texte. Conseil pour les acteurs, jeunes acteurs.
c'est les castings, vous en aurez rien à foutre. Ouais, exactement. que vous allez avoir. Exactement. Donc, tu vas, tu fais ton casting, hop, tu rentres et tu papotes un peu avec les gens et tout. La casting director, tu le racontes ta vie et tout. Ça. En fin de compte, elle te kiffe, elle te rappelle. Et là, tout d'un coup, tu remarques qu'en fait, c'est un gros truc. De ouf. Et t'es là et tu bloques. Mais très ouf. Tu bloques et qui sont tous là, genre. Elle est chouette à la base. Elle était chouette à la base. Ouais. C'est quoi que... Et j'ai la même chose avec le stand-up que parfois, ben voilà, t'as la radio qui m'appelle à 7h du mat. Je suis désolée, 7h du mat, tu faut pas t'attendre à courir. Et ils sont là, et je réponds, tu vois, avec des oui et des non à la radio, et qui sont là, genre, putain, mais on s'attendait un peu. Allez, je sais pas, t'es humoriste, tu vois. Et qu'il y a même des gens qui me disent, ouais, Cyrine, en tant qu'humoriste, tu fais du stand-up, tu dois te promouvoir en tant qu'humoriste. Donc, quand tu fais des plateaux télé, quand tu fais des trucs, il faut que tu sois marrante. Je suis là, ouais, ok, mais pas à 7h du mat, les gars, tu vois. Donnez-moi le temps de mon café, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Et donc, ça aussi, c'est un peu la pression où tu remarques, ah ouais, ok, en fait, donc du coup, parce que je fais du stand-up, je dois être tout le temps marrante. Et dès que tu as cette pression, ben là aussi, ça devient un peu moins chouette. Ouais. Et c'est... Ouais. Mais comment on fait... Surtout quand ils te mettent pas à l'aise, tu vois. Moi, j'ai eu des trucs, des émissions télé où ils me mettent pas du tout à l'aise. Et puis, bam, caméra, bonjour. Et un invité d'aujourd'hui, Cyrine Nayari. Maintenant, sois marrante. Que je suis là, mais non, tu vois, viens me parler, demande comment ça va. Ouais. Fais en sorte que je me sens un minimum à l'aise chez vous, tu vois. Rien du tout. Et donc ouais, là aussi, t'as un peu ce truc de genre, ah ouais, là c'est du taf, en fait. Là, je dois vraiment le voir comme du taf. Et ça, c'est un peu chiant. Mais c'est dur, hein, parce que, en vrai, je pense que dans toute passion, même si tu veux le faire, enfin, si tu veux pratiquer dans un field that's your passion, you know, tu vois, eh bien, il y a un moment quand même où tu dois le voir comme un travail, tu vois. Il faut que en tout cas pour moi, genre, il y a un moment où tu dois concrétiser un petit peu, comme on a dit un petit peu au début, avec chaque étape, tu vois, te mettre des goals, tu vois. Je sais plus, je pense que c'est dans des goals ou des goals? Des goals. Okay. Je pense que c'est dans une interview. Jusqu'à la fin de tes jours. Je pense que c'est dans une... Et c'est sa dernière intervention dans ce podcast. Non, j'ai vu dans une interview, je pense, où tu as dit quelque chose, mais j'ai oublié et c'est terrible. J'espère que tu vas le retrouver. C'était par rapport à une citation de Charlemagne. Opportunity comes to those who created. Yes. Et ça, c'est aussi un truc, hein, surtout pour les gens, voilà, qui sont pas d'un milieu, qui sont je sais pas, de couleur ou quoi que ce soit. Comme l'exemple que tu disais là tantôt, que acteur noir, on pense direct Will Smith, et qu'on pense pas, et que toi tu dis, mais moi je me retrouve pas là-dedans, je suis pas un Will Smith, qu'est-ce que je vais faire? Ben, en fait, non, tu vas créer ta propre opportunité. C'est ce que moi j'ai fait aussi. Je suis là, putain, je parle plein de langues. J'ai pas envie de me mettre dans qu'est-ce que je peux faire? Ben, tu sais quoi? Ça existe pas. Ben, je vais la créer. Je vais la créer, l'humoriste qui fait de l'humour en plein de langues. Yes, sir. De ouf. Et c'est ça aussi ce qui est super important, de créer ses propres opportunités, de pas... te définir selon un carcan qui est déjà établi et être là et sans absolument vouloir te dessiner. C'est pas ça le terme. Il m'échappe, mais tu vois, dans ce carcan-là et vouloir absolument être ce que eux attendent de toi, en fait, tu vois. Ouais, et ce qu'ils ont l'habitude de voir, tu vois. Ouais. Moi aussi, c'est quelque chose, je crois, qui a fait en sorte que j'ai eu un peu plus d'intérêt. C'est que voilà, il y a des gens qui avaient... J'ai créé quand même une certaine curiosité parce qu'ils disaient, mais attends, c'est qui cette meuf, la maghrébine, qui est là? Elle fait du stand-up en français. La meuf, elle nous mélange de l'anglais. Ouais. Elle demande au public de lui traduire des trucs parce qu'elle a eu la flemme de traduire elle-même son texte. Et des trucs comme ça. Et qui se disent, mais attends, ça éveille de la curiosité, tu vois. C'est un ovni un peu. Voilà, alors que j'aurais pu justement être là, genre, alors ma maman, elle a un accent et mon papa, il me tape. Oh, non. Alors que c'est... Allez, j'aurais pu me mettre dans une case de voici l'humoriste maghrébine, alors que non, je le suis pas. Et que... Je trouve que c'est ce qui fait ta force. Mais honnêtement, quand je suis venu te voir, j'étais là, waouh, enfin quelqu'un qui nous ressemble. C'est con, mais je te jure, c'était vraiment ça. J'étais là en mode, oh, tiens, on a une humoriste qui... Je me suis vu sur scène, tu vois. J'étais là, c'est quelqu'un comme nous, tu vois. C'est quelqu'un qui a un mélange culturel qui est grand, tu vois, qui a un peu des States, qui a un peu des refs, etc. Et qui, tu vois, et t'as un côté tellement à l'aise. Je pense que c'est ta plus grande force, tu vois, honnêtement. C'est pour ça que j'ai appelé mon spectacle en français à l'aise. C'est ça, tu vois. C'est parce que t'es
tu montes sur scène, t'es là genre tranquille. Et pas juste en mode tranquille, les gens comme les humoristes ont tendance à faire. En fait, au fond, ils sont en train de mourir. Tu vois, ils sont là, tranquille ou quoi les gars? Tu vois qu'ils paniquent à l'intérieur, tu vois. Non, t'es vraiment là en mode... je pense que même la fois où je suis venu te voir avec mon ref et tout, t'as fait genre une tangente pendant 5 minutes. Ouais. Ou alors, justement, c'est une tangente qui est tellement bien préparée Non. et que c'était fou, mais t'as vraiment pris une tangente, t'as fait ouais, en fait, quand même, les gars, je suis pas en forme et tout, et t'as juste raconté ta life et tout, t'as dit, putain, le Bloody, il est fermé, et t'as mis ça, tu vois. C'est là, genre, en vrai, on est vendredi soir, j'aurais bien kiffé et tout. Tu l'as, mais oui. Bref. Tellement. Ouais, je me rappelle mais oui, mais ça, je fais tout le temps. Ouais. Et ça, c'est ce qui est chiant pour la télé, des trucs comme ça, où on veut vraiment que t'aies un texte de 6 minutes chrono. Et que moi, je suis là, non, mais il y a un beau mec dans le public et tout, je parle pas avec lui. Ouais, de ouf. Ouais, c'est ça. C'est quoi c'est un peu notre dernière question avant qu'on fasse un petit jeu sympa. C'est quoi ton rêve le plus fou à vous deux, Cérine? Concernant ton art, hein, ou pas forcément, hein, mais... Mon rêve le plus fou, je crois que c'est... Moi, je me vois peut-être un peu plus dans la prod maintenant. Allez, pas du tout dans le stand-up, mais si... Non, en fait, c'est même pas un rêve, parce que je vous avoue que je suis en train de travailler sur des trucs, là. Je suis pas trop encore... Mon rêve le plus fou, c'est d'avoir ma ferme de chameaux. Oh, c'est tellement Si mignon. vraiment je peux avoir un rêve où je suis là, tu sais quoi, je me fais construire une putain de maison. Ok. Vue sur J'aime mer. comme tu l'as dit tout bas, genre tu voulais pas choquer. Parce que j'ai pas envie de dire un autre mot, parce que voilà, j'ai envie quand même de dire le mot, mais peut-être pas trop. Non, mais en fait, vraiment, tu sais, de pouvoir travailler super bien et tout, et qu'un jour je me dis, allez, voilà, j'ai assez bossé, j'ai fait ce que j'avais à faire, Ouais. les gens savent qui je suis, j'ai eu ma revanche, et sur la vie en général, j'ai créé des opportunités pour d'autres personnes. Maintenant, il est temps pour moi de vivre d'amour et de chameaux. D'eau fraîche, non, de chameaux. Bah, en fait, il y a de l'eau fraîche dans les chameaux. Donc... Il y a de l'eau fraîche. Ouais. Mais Ah, ouais, je crois que ouais. ça serait peut-être mon rêve le plus fou. Après, ouais. Niveau carrière, il y a aussi des gros rêves. Hein. Je voudrais bien faire des gros films et peut-être créer une série un peu marrante, des trucs comme ça. Mais je sais pas. Ça, je crois que ça va se faire. T'as l'air quand même assez terre à terre. Bien sûr, t'as des rêves et des ambitions, mais at the end of the day, tu vois, t'es quelqu'un qui veut juste passer un bon moment et t'assurer que les arrières sont assurés. Enfin, ton entourage est bien. Voilà. Et après, je me dis aussi, c'est con, tu vois, mais c'est une phrase qu'on entend tellement chez les Arabes, mais ton destin, il est écrit, tu vois. C'est le mektoub. Donc après, je me dis, ouais, je vais juste faire mon mieux, mais je vais pas me mettre trop de pression pour atteindre trop de trucs, parce que le stand-up, je l'ai commencé en mode rien à foutre, je vais le faire, et j'ai atteint tellement de trucs que je me dis, mais putain, si je l'aurais rêvé, ça serait pas passé. Ça serait pas passé. Mais je l'ai pas, allez, si, ouais, je voulais le faire, mais je l'ai quand même fait, tu vois, donc, ouais, plein de trucs comme ça, donc je me dis, j'ai pas envie de me mettre trop de pression professionnelle. Du moment que j'ai un peu d'argent, que j'ai de l'essence dans ma voiture, je suis bien, tu vois. Ouais, bah ouais. En plus, je sais que t'as dit tout à l'heure que tu kiffais de ouf conduire. C'est une thérapie, un peu. Putain, j'aime trop. Je te jure, désolé pour tous les écolos et tout. Mais moi, les transports en commun, je pisse dessus. C'est cher, les gens, ils puent. C'est pas plus cher qu'une caisse. Arrête. C'est le même prix qu'une caisse, hein, mec. Je te jure, quand je vois ce que je paye en caisse et quand je vois ce que ma soeur, elle paye en abonnement de train, bus et tout le truc, c'est presque le même prix. Et au moins, voilà, il y a personne qui pue, t'es là, tranquille, tu choisis toi-même ta musique, tu chantes. Moi, c'est une thérapie, la conduite. Mes textes et tout, je les écris derrière le volant. Pas en conduisant. Non. Je voulais placer le disclaimer quand même pour toi, parce que oui, moi j'adore répondre à mes DM sur la E411. Ouais. Elle est bien, la E400. Mais j'allais dire, mais j'ai exactement la même chose un peu avec la conduite. Hein. Moi, c'est tellement associé à mon besoin de liberté, tu vois. Dès que j'ai eu 18 ans, tu vois, à 17 ans pile déjà, je suis passé, le théorique, tu vois. Je l'ai étudié et tout, j'étais ok, je vais passer vite. Je suis parti, j'ai demandé des sous à ma mère, je suis parti, je l'ai passé, j'ai fait ok, j'ai mon théorique. Et au début,
Dans ma tête, c'était 3 mois plus tard, je conduisais, j'étais devant un volant, tu vois. Là, non, la vie est pas aussi simple. Hein. Là, tu dois, je sais pas, faire toute une série de choses, pas précis, les 20 heures, machin, etc. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, de la thune, mais le fait de rider, je le fais beaucoup moins maintenant sans but, tu vois. Parce que, ouais, je me veux un peu éco-responsable. Mais c'est vrai que juste prendre le volant, tu es tard la nuit, tu écoutes un bon album, tu vois, avec la musique, c'est le rêve. Et toi, Edson, c'est quoi ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou. Marcher sur la Lune. Ouais. Ou sur Mars. Ou sur une autre planète. Ok. Ouais. C'est mon objectif. C'est un de mes objectifs de vie. C'est au moins de voir Moi, l'espace. je vois genre une escroquerie en mode genre, t'es sur un tournage et en fait, tu marches. Tu fais Seul sur Mars 2. Ouais. Et en fait, et alors tu reviens me voir, tu dis, je l'ai fait. J'ai marché sur Mars. Mais ça, je le ferai, ça c'est sûr. Si ça m'arrivait un jour de jouer dans un film de science-fiction, c'est sûr que je le ferai. Mais ouais, je pense que j'ai envie de voir l'espace au moins une fois. Vraiment. Ah, moi, ça, c'est le truc qui me fait peur. Ouais. J'ai aucune curiosité pour ce qui se passe là-bas. Non, moi, j'ai que ça. Je suis là entre vous, démerdez. J'ai peur. J'ai peur du vide aussi. Il y a trop de vide là-bas. Ouais. Mais c'est intéressant. Mais moi, j'ai l'impression que tu veux dire le côté un peu. Comment dire, en fait? J'ai du mal à l'exprimer, mais tu vois, l'espace, il y a un côté de non-dit, de découverte, de pas encore exploré, et puis de vastitude, tu vois, et peut-être que c'est ça l'intérêt que tu portes. Franchement, je sais pas pourquoi ça t'intrigue autant. Ouais, mais je fais une fixation là-dessus. Mais du coup, si Elon Musk il fait une annonce, genre je recherche 300 personnes pour envoyer sur la Lune ou bien sur Mars pour vivre là-bas pendant 15 ans, pour créer un truc là-bas, tu envoies ta candidature. Si c'est possible de faire des films. Ça, je pourrais pas vivre. On envoie Matthew McConaughey avec toi. À fond. Et tu fais Interstellar 2. Ce serait le rêve. Ce serait le rêve, gros. Ouais. Un petit Christopher Nolan. Ouais. Ce serait le dream. Non, de ouf. Voilà. Mais les gars, je vous propose qu'on puisse... Je suis en train de jouer dans ma tête, excuse-moi frère. T'es en train de jouer dans ta tête? J'allais partir en improvisation. Quoi? Faites attention un petit peu à Juste Edson durant ce podcast, enfin tous les podcasts d'ailleurs, c'est trop débat au montage quand je regarde. Je m'amuse de lui. Je vous propose qu'on joue à un jeu qui s'appelle Explique cette pique. Le concept du jeu est très simple. Eh bien, vous devez expliquer le contexte de la photo que je vous présente. Ah, ok. Voilà, c'est tout bête. On va commencer avec toi, Edson. Okay. Tu m'avais dit que je t'avais un peu trop épargné. Ouais. À l'épisode précédent. Il m'a mis des photos fraîches. Laisse tomber. Et donc, du coup, je voulais que tu m'expliques celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle? Attends, je vais... un peu plus. Explique-moi cette bouche, mec. Genre. Explique-moi cette bouche. Explique-moi cette bouche. Franchement. Tu valides ou pas, Cyrine? Non, je vais pas. Moi, je kiffe, moi, la bouche, là. Flappy Bird. Je sais bien d'avoir l'image en tête. De quoi, de Flappy Bird? De Flappy Bird. Avec mon visage. Franchement. Ouais. C'est un truc que je fais souvent. En fait, je souffle fort. Ouais. Je vais pas le faire parce que Covid. Ouais. Mais en gros, Ouais, d'accord. Et la photographe m'a chopé. Et tu l'as exhibé sur ton Insta, tu t'es dit, ça, c'est quand même terrible. Mais j'aime bien. En fait, je trouve que ça me représente bien. Un peu de côté un peu absurde. Ouais, c'est surtout le côté. On essayait de prendre des photos cool, des photos stylées, etc. En mode un peu. Le type chemise, torse nu, etc. Et que en fait, c'est pas. Je peux l'être, hein, mais ça me ressemble plus. Ouais, je vois ce que d'être à la fois faussement stylé, mais en même temps ridicule. Et j'accepte complètement que ça m'arrive d'être risible. En fait, on peut rire de moi, je m'en fous. Enfin, ça dépend quand. Deuxième photo, c'est toi, Cyrine. Je la trouve trop belle, cette photo. Merci, elle a été prise par... C'est pas toi que je trouve belle, c'est la photo. Alors, il faut remercier Siam. Okay. Mais ça, je crois que c'est le jour où t'es venu.
Ouais, j'allais dire. D'ailleurs, si C'était, on zoome un petit peu, si vous froncez vraiment beaucoup les sourcils, les yeux plutôt, ben vous pouvez voir des ombres qui sommes nous, en fait, mon frère et moi. Ah bon? Vraiment, C'est je te vraiment jure. vous deux? Je te jure, en gros, on est là. Tu vois le tu veux voir le pull bleu? Bah, bref, on voit rien, mais bref. Je vois rien. Bref, oui. Donc du coup. Ouais, donc ça, c'était un 30-30 que j'ai donc fait avec Fanny Ruet. Ouais. Trop cool d'ailleurs. Allez voir son travail, son podcast, ouais. tout. C'est fou, c'est fou. J'aime beaucoup Fanny Ruet. Mhm. Je lui dis pas assez. Je lui ai jamais Mais dit. dis-lui maintenant. Ouais. Regarde la caméra. Intensément, on va faire un petit zoom et tu vas lui dire. Fanny Ruet, je t'aime beaucoup. Ah. Non, c'était un 30-30 qu'on avait fait ensemble et je sais pas, je me rappelle, j'avais une journée de merde et tout. Voilà, je suis quand même venue, je l'ai fait. Et là, j'étais en fait en train d'écrire mon set parce que moi, j'ai un gros problème. C'est que je planifie jamais avant ce que je vais faire. T'as raison. Ouais, mais parfois, c'est bien. Parfois, ça casse, ouais, mais voilà. c'est ce qui fait l'authenticité du truc. Et donc là, ce jour-là, c'est ce que je fais un peu au mais Kings. attends, Cyrine, vraiment, t'étais en train de. Là, t'as écrit ton set au moment. J'ai écrit de quoi j'allais parler aujourd'hui. Mais il y avait des trucs. Putain, c'est dingue. Ouais, et puis je me suis dit, je vais leur faire l'histoire de ça et l'histoire de ça. Mais après, moi, j'aime bien, surtout au Kings, ce que j'aime bien, c'est quand je vois le public. Ouais. Donc, je vois un peu ce qu'il y a. Et puis, je suis là, ok, cool. Ça, je peux faire avec eux aujourd'hui. Je voulais un peu travailler sur ce set-là à propos de cette thématique-là. Ça, c'est un public avec lequel je peux travailler ce set-là. Donc, je vais le faire aussi ce soir. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, je monte sur scène et. Ouais, parce que j'allais dire, on sent quand même la technique quand tu montes sur scène et que tu fais ton set. C'est pas de la rigolade. On sent quand même qu'il y a ça travaille en toi. Et donc, du coup, ça m'étonnait un petit peu que, tu vois, c'était un peu sur le tas. Ou alors, justement, tu as un talent divin. Et donc, En fait, ce que je fais, c'est que quand je suis sur scène, j'essaye d'absorber un max ce qui se passe autour de moi. Tu vois, je suis vraiment pas dans mon texte. Ouais. Je suis pas du tout dedans. Donc, j'essaye d'observer un max et c'est là où il y a des trucs qui viennent. Ouais, je m'imprègne et il y a des trucs qui vont se passer ou bien il y a une meuf qui va me faire penser à quelque chose que je suis là, putain, juste, j'avais un set où je parlais de ça. Je me rappelle, je crois pas que c'était ce jour-là qu'il y avait un Turc en premier rang. Je pense que c'était lui, ouais. Et que t'as commencé à le flirter un peu? Non, le Turc, j'avais pas flirté. Mais soit il y avait un Turc une fois devant et que j'étais, putain, j'ai tout le temps voulu faire un set sur un truc que les Turcs peuvent comprendre parce que j'ai vécu 1 an en Turquie. Et bam, je commence. Je dis, toi, t'es turc, toi. Il me fait, ouais, ça se voit autant à ma tête. Je fais, ouais, ta tête, elle est plate derrière. Bien sûr, t'es turc. Et comme ça, je commence. Et puis, je fais, dis-moi que t'as une Kia blanche avec la signature d'Atatürk dessus. Et là, il pète de rire. Il fait, moi, mon oncle, mon cousin, on a tous la Kia blanche avec la signature d'Atatürk à l'arrière. Et on habite tous avenue Rogier à Scarbeck. Waouh! Et bam, ça commence. Et oui, et du coup, et au moment où ça se passe, dans ma tête, j'enlève déjà 5 minutes que j'avais déjà prévu de faire parce que je vais pas avoir assez de temps. Et je fais le calcul, je fais bon, ok, donc ça et ça et ça, tu parles pas de ça parce que t'es en train de. Il y a un chouette truc qui est en train de se passer maintenant. Voilà. Tu te souviens de ce que tu dis quand t'es sur scène? J'enregistre tout le temps parce que non. Après, je pars de scène et les gens ils sont là, putain, c'était trop bien. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait. Donc, j'ai tout le temps m'enregistrer. Je suis tout le temps avec mon téléphone et ta technique, c'est de t'enregistrer. Ouais, et après, en chemin vers chez moi, je réécoute. Ok, et en fait, c'est hyper bien, tu t'étudies, quoi. Tu te dis, ok, là, j'aurais pu mieux faire ça, ce point, ce point-là. C'est pour ça l'importance des open mic et tout, c'est méga important pour un humoriste. Eh bien. Le travail se passe là. Merci. Edson, j'aime bien cette photo. Mais de nouveau, t'as de belles photos que je vais te montrer. J'essaye petit à petit, parce que je suis pas très très fort en communication. Mais celle-là, elle passe sur ton. J'ai un peu plus du dig pour la trouver, mais je la trouve, voilà. Surtout que je sais la thématique. Donc. C'est cette dernière. Elle s'affiche à l'instant. Ouais. Ouais. Dis-nous en plus. En fait, c'est une photo prise sur le pont d'Avignon. Pour une pièce sur le pont d'Avignon. Non, pour une pièce qui s'appelle Muzungu. On était censé jouer en novembre. Le jour de la première, je pense que c'est le jour où ils ont annoncé le 2e confinement. On devait jouer ça au Théâtre du Rideau. Ouais.
Je peux la voir? Mais ouais, mec. C'est comme chez toi. Yes. En fait, c'est très marrant parce que de base, c'est un seul en scène. Ah ouais? Ouais, de base, c'est un seul en scène et c'est ce monsieur, donc Vincent Vargane, qui parle de son enfance. Il parle de son enfance et moi, j'ai une intervention. J'avais une intervention à un moment donné. Et au final, en fait, on s'est dit que ce serait intéressant que ce soit un dialogue théâtral. Donc ton charisme était tellement flamboyant qu'on s'est dit on va la jeter davantage. Non, je pense que c'était surtout une question de propos. Je pense que ça le renforçait. Ouais, simplement. Et que en fait, on est bien ensemble à deux sur le plateau. Ouais. Tu joues d'ailleurs un Burundais, il me semble. Non, c'est pas ça. Là, oui. Là, effectivement, oui. Là, c'est le moment justement de cette intervention où je joue un Burundais et je raconte une histoire. Burundais représente. Burundais représente. Yes, si. Burundais, toi aussi? Non, absolument pas. C'est pour ça que c'est pas. Mais voilà. Il m'envoyait des vocaux un petit peu pour me demander en mode genre tiens, ça veut dire quoi ça? Ou genre on pourrait pas. J'étais là, mais volontiers, je vais tout expliquer. Ouais. Mais oui, en fait, oui. Donc c'est vrai que la pièce parle de ça, elle parle du Burundi dans les années 70, fin années 60 et début années 70. Ouais. Et voilà, donc c'est à ce moment-là que effectivement là je prends le rôle d'un monsieur qui est burundais et donc je raconte son histoire. Mais pendant le reste de la scène, je suis moi, à proprement parler. Et ok, c'est une belle photo. Merci. Céline, revenons un peu à toi. Toi aussi, c'est une belle photo que je trouve que j'ai trouvée sur ton Insta. Elle est voilà. Oh. Ça te remet des étoiles dans les yeux, un petit peu genre je veux retourner à ce moment. J'ai trop envie de retourner à New York. Ouais, t'étais donc sur une péniche, un bateau, un truc comme ça. Et on passait par la Statue de la Liberté. Yes sir. Et on la voit au loin comme ça. Et c'était en plus, je suis partie à ce moment-là avec 3 potes, dont un couple. Et avant-hier, je suis devenue. Et à ce moment-là, mon meilleur ami a demandé ma meilleure amie en mariage. Oh. Et avant-hier, je suis devenue marraine de leur fille. Ok, une série de steps là. Une série de steps, ouais. Et on était super heureux à 3. On était donc moi avec mon meilleur ami, ma meilleure amie qui sont en couple, mais que je suis un peu la 3e personne dans ce couple. Je pars avec eux en vacances et tout des trucs comme ça. T'es un peu leur enfant. Ouais, maintenant ils viennent d'en avoir un nouveau. Ta place. Ma place a été prise, mais bon, je suis marraine de la petite, donc je suis super contente. Mais et ce soir-là, c'était la première fois que j'allais jouer au Gotham Comedy Club cette journée-là. Oh, donc, je pense que je vois. Ouais. Il y a pas mal d'humoristes des States qui sont passés là-bas, je pense. Ouais, le Gotham, c'est assez. Et je me rappelle, j'étais méga stressée, donc c'est pour ça que j'étais là venir. On va faire un truc en péniche en journée et tout comme ça. Je pense pas trop à ça. Et ouais, on allait faire un tour. Il faisait super froid et tout, mais ça m'a quand même fait changer les idées. Ouais. Parce que sinon, j'allais passer toute la journée à stresser dans ma chambre d'hôtel. Parce que ce soir-là, je jouais au Gotham. Et voilà, j'ai joué au Gotham et ça s'est super bien passé. Donc, c'était une très, très, très chouette journée. Ok, trop bien. Est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière photo? On va dire que oui. Edson. Encore? Ouais. Wow. J'en ai tant que ça, des photos? Puis, au pur. C'est celle-ci. Oh, si. C'est une vieille photo que j'ai retrouvée. Vieille photo. Avec un pote à nous. Le vieil Arnaud. Si. Est-ce que tu te souviens de où a été prise? Bien sûr. C'est très bien. Aïe. Depuis ce jour-là que je le charrie sur son anglais. On va laisser Céline deviner. Où penses-tu que cette photo a été prise? À la gare centrale. Non. Mais c'est très difficile de savoir où ouais, elle a c'est été vraiment. prise, mais on en a parlé juste avant. Dans ce podcast, et quand je suis venu te voir, t'en as parlé aussi. Est-ce qu'elle va le tilter? New York? Non. Elle a dit quoi? T'as dit quoi? Elle a dit New York. Non. Non, mais on était. Non, c'était au Bloody, ça. Ah, mais oui! C'est dans la galerie, hein? Yes, mais maintenant, je vois. Je ressemble à Et c'était avant ou après de rentrer au Bloody? C'est un truc de ouf. Je pense qu'il était 5h du mat. Ah ouais, vous êtes frais, dis-moi, à 5h du mat. T'as vu ça? Comme ça qu'on sort du Bloody, hein. Non, mais on était vite fait, frère, en vrai. On était fatigués, on est. Ouais, non. On a bien changé, quand même, hein. On a changé, ouais. On a changé.
On a connu notre petite phase glow-up quand même, heureusement. Dieu merci. Ouais. Vraiment, Dieu merci. Je l'ai connu au bain, c'était Steve Urkel. Tu vois, il était... C'est pas vrai. Ouais, hein. Non, je vois ce que tu veux dire. Les lunettes, les braces, l'appareil dentaire. Et il était trop sympa, il était là et tout le monde avec ton petit, t'avais un petit polo et une chemise et comme ça. Tu me tapes de ouf. Mais non, mais parce que je suis fier. Non, mais j'étais pas autant comme ça, mais c'est vrai que de l'extérieur, si. Je vais essayer de trouver une photo qui s'affiche, voilà, ici. Si jamais je la retrouve. Je dis ça, mais moi j'étais une crevette. C'est ça. J'étais tout petit, tout frais. On était chum, quoi. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était la galère, hein. On va pas se mentir. Ouais, c'était chaud. On va pas se mentir. Pour l'ego et tout, on était. Tu vois, la bande de. Statu quo. La bande de Renoir dans le coin, hein. Ouais, je sais même qu'on kiffait danser quand même. Comment on a fait pour rentrer à cette soirée? Je sais même plus comment on a fait. Je sais pas, frère. Franchement, je sais pas. On n'avait pas des invitations, en tout cas. On avait trouvé une couille. Je pense que je connais quelqu'un et on avait une pote en commun qui pouvait nous faire rentrer un peu. Tu vois? Putain. Parce que c'était la galère. C'est ça que tu connais sans doute pas au point que nous, mais ouais, c'était chaud, putain, de rentrer en boîte et tout. C'était la hesse, mec. Et en plus, on avait des gueules de gamins. Franchement, ça arrive. Si seulement on pouvait réflexe maintenant, tu vois. Maintenant qu'on a un peu plus de statut et faire. Non, mais ça va venir. Ça va venir. On était des losers. Presque. Ouais, presque. Allez, je veux essayer de pas trop. Il y a 6 ans, 5 ans, 6 ans. Yes. Rassure-nous un peu quand même, il y a eu de l'évolution quand même, hein, après. Ouais, après, vous dites que vous êtes moche, je ne voudrais pas méga moche sur ça. Non. Ça va. C'est parce que on cerne le potentiel. Voilà. Mais... T'es gentil, t'as le produit fini, alors tu fais, oh, ça va, c'était pas si dur, mais. À l'époque, c'était. Tu devais être là, ok, tu devais être là. C'était dur pour nous. C'était pas cool, ok? Non, on a souffert. Vas-y, montre la photo, frère. Ouais. La dernière photo, c'est une photo de toi que j'aime beaucoup parce que je suis là en mode, waouh, c'est dingue que tu l'as fait, enfin, en partie. T'es avec un comédien que j'adore, un humoriste fou. Ah, il y a. Je vais t'expliquer. Il s'appelle Andrew Schultz. Je t'en prie, vas-y, balance l'histoire. Donc, c'était il y a 4 ans, je crois. Il y a 4 ans, il est venu faire une petite tournée en Europe. Il jouait pas en Belgique, il jouait que à Amsterdam. Donc, moi, j'ai pris mes 2 copines. Je fais les filles, j'en ai rien à foutre, vous le connaissez pas, mais on va aller voir un humoriste à Amsterdam. Elle était là, ouais, ok, y a pas de souci, du moment que c'est toi qui conduis et tout. On part à Amsterdam, on le voit. Ça se passe super bien, on a passé un trop bon moment. Après le spectacle, il nous a encore payé un verre, on a encore un peu ri et tout. Puis, on était censé rentrer à la maison, mais une de mes potes est partie en bad. Parce que voilà, fumette, alcool, c'est parti en cacahuète. Okay. On pouvait pas rentrer. Moi, j'étais fatiguée. Je dois attendre que ma pote a fini de vomir. 6h du mat, enfin, on peut rentrer à la maison. On prend la route pour rentrer à la maison. C'était moi qui conduisais à l'époque dans mon Renault Scénic qui me manque, qui était blanc Tipex. D'accord. Et on est en train de conduire et mes 2 potes, elles sont à l'arrière, endormies, bouche ouverte. Moi, je suis en train de conduire, en train d'essayer de rester réveillée. Okay. Et je me suis dit, putain, je viens de voir mon humoriste préféré. Ah bah tu sais quoi, un jour je vais faire sa première partie. Et tu l'as fait. 2 ans plus tard, je vois qu'il revient en Europe. Flash forward. Attends, je vois qu'il revient en Europe et il fait une date à Anvers. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je contacte tout ce que je peux contacter pour faire sa première partie. Et les gens, ils sont là genre, meuf, t'es qui? Tu vas pas faire sa première partie, il y a un autre humoriste qui fait sa première partie. Ok, j'avais trop la haine, j'ai quand même pris des tickets et tout, je vais le voir. Et il me reconnaît. Donc après le spectacle, il me reconnaît, il me fait putain. Attends, il te reconnaît de il y a 2 ans avant Amsterdam. Et il me fait ouais, on s'est vu à Amsterdam il y a 2 ans, je me rappelle de toi et tout. What? Ouais. Et puis je lui fais putain, je voulais trop faire ta première partie. J'ai demandé à l'organisateur, il voulait pas et tout. Il me fait tu sais quoi, qu'est-ce que tu fais dans 2 jours? Je fais rien. Il me fait tu peux faire ma première partie à Amsterdam si tu veux. Preach. Yes. T'as payé Ok. Et ouais, 2 jours plus tard, je pars à Amsterdam avec mon meilleur pote. On part à Amsterdam, je fais sa première partie devant 300 personnes. Ça s'est super bien passé. Il m'a dit que c'était super bien. Et après, il m'a même filé des contacts et tout pour New York et tout. Donc, wow. Ouais. Donc c'est pour ça, les gars, be careful what you dream for, parce qu'il y a des trucs qui peuvent se passer, que t'es là, what? Tout est parti d'un coup de tête, presque. Tout est parti du podcast de Brilliant Idiots que j'écoutais, en chemin vers mon burn-out, mon job, mais j'appelais ça mon burn-out. Tous les jours, j'écoutais leur podcast, alors que j'étais là, je m'en fous de ce taf, mais bon.
Et ouais, et c'est comme ça que je suis devenue fan de lui. Et même lui, je suis super fière de son parcours. Mais c'est dingue. Il a un Je parcours suis super ouf. fière de... Ouais. Surtout qu'il a vachement dans les gens un petit peu qui osent faire par eux-mêmes. Ouais. Il a un parcours vraiment bien comme ça, quoi. Où les portes se sont pas ouvertes pour lui. Exactement. Voilà, il en a ouvertes, quoi. Il les a défoncées toutes, Ouais. plein. Et puis maintenant, c'est fou, quoi. Ah ouais, maintenant c'est bon. C'est bon. Carré, tu vois. Ouais. Et toi, tu pourras dire, j'ai fait la première partie de Andrew Schulz. Exactement. T'écoutes encore beaucoup ces podcasts ou pas? Un peu moins maintenant. Ouais. T'as moins de temps. Moins C'est de temps busy. et je trouve qu'il y a une manque d'authenticité maintenant. Ouais. J'entends des petits trucs que je suis là, bien sûr que vous parlez de ça maintenant. Allez, je sais pas, il y a un manque d'authenticité, mais je suis encore méga fan et c'est une de mes plus grandes inspirations du stand-up. Hein, Andrew Schulz. C'est ma plus grande inspiration stand-up. Lui aussi, en parlant d'aisance devant, genre à partir sur rien et faire rire les gens. Mais lui, c'est vraiment, je sais pas comment il fait. Je vois constamment sur mon feed des trucs de lui. Ouais. Et je suis là, mais attends, mais c'est possible? Même, allez checker sur son Insta. Juste, il met plein de clips de ses crowd work. Voilà. Ouais. Improvisation, etc. Ouais, de ses impros avec le public et c'est juste. C'est magique. Ouais. Super. Eh bien, on arrive tout doucement à la fin de l'émission, les gars. Déjà. Non. Le temps passe vite. J'aime bien terminer l'émission avec un petit instant recommandation. Voilà, où je demande à mes invités de partager quelque chose qui leur a plu récemment. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un film, un livre, une série. Ça peut être une page Insta, ça peut être un album de musique, ça peut être tout ce que tu veux. Est-ce que Cyrine t'est inspiré? J'imagine que tu l'as pas préparé parce que je t'ai envoyé un mail, hein, pour te. C'est dans le mail. Mais je l'ai lu en diagonale, moi. Moi, il faut pas m'envoyer des trucs avec trop de texte. Hein. Je suis dyslexique et tout. Moi, la lecture, Mais fallait me dire parce que je t'ai envoyé des vocaux et tout. Ouais, je sais. Tu vois? C'est pas grave. Mais non, j'ai peut-être un truc, un livre à conseiller. Un livre en plus? Waouh! Mais c'est parce que quand t'aimes pas lire, c'est livre magnifique. Merde, j'ai oublié le titre. Je crois que ça s'appelle Les Pensées d'Erastet. Ok. Et c'est un livre qui a été écrit par Haroun, l'humoriste français. Ouais. Et c'est pétage de rire parce qu'en fait, le mec, il se prend pour un philosophe. Ok. Et c'est plein de pages, en fait, où il écrit quelque chose, qu'il a philosophé sur quelque chose. Okay. Et ouais, et c'est marrant, ça te fait réfléchir. C'est super cool à lire et c'est pas le truc où tu dis merde, je vais le terminer parce que sinon je vais oublier. Non, tu peux lire un peu quand tu veux, tu peux le lire de l'arrière à l'avant. C'est super chouette à lire et c'est très très marrant. Ok. Donc voilà, Les Pensées d'Erastet. Darun, aussi une belle pépite. Darun. C'est vrai. Ouais, C'est aussi ses stand-up et tout sont impressionnant. Wow. Et toi, San, est-ce que t'as quelque chose? Toi aussi, je t'ai mis un peu face au fait accompli. Je t'ai pas trop dit, vas-y. Mais je vais trouver. Ouais. Alors, vous pouvez discuter 2 minutes. Mais si tu veux, je peux dire les miens et puis tu trouveras en attendant. Moi, j'ai quoi cette semaine? J'ai 2 recommandations, un petit peu. Au niveau, j'ai envie de recommander une page Insta. C'est un peu absurde, mais hear me out. C'est en gros, je conçois bien que je suis pas du tout le public cible de cette page Instagram, mais le nom de la page c'est Hot Dudes Reading. What? Trop bien gros. En gros, c'est une page Insta où une personne, je l'imagine étant comme genre la meuf dans Gossip Girl. Ouais, la narratrice un petit peu. Homme ou femme, hein, mais peu importe, mais en gros qui prend en photo des gens dans le métro, qui lisent un peu beau gosse comme ça, et il fait des captions. Mais les gars, tordant, tellement marrant, tu vois, que je me suis abonné à la page en mode c'est gaulerie de ouf, tu vois. Et j'étais là, mais putain, mais c'est bijou, c'est en anglais évidemment, donc ça peut être un peu si jamais vous comprenez pas l'anglais, vous aurez pas les refs, mais c'est tellement marrant, mais je me suis abonné alors que j'ai clairement pas le public cible, les beaux gosses masculins. Tiens, mais je les vais gens checker. Ouais, je pense que tu kifferais pas mal. Je pense aussi. J'aime bien ce genre de truc. Ouais, c'est pas mal. Et puis la deuxième chose, c'est, à moins que tu aies quelque chose entre temps. Mais vas-y. Je fais comme chez moi.
La deuxième chose, j'aime bien conseiller des albums et vous êtes pas mal déjà à me demander qu'est-ce que j'écoute et tout. Déjà, allez checker mon Spotify. C'est le même que mon nom sur la chaîne YouTube. C'est Aubin Ezaguirre. Pour aller checker en temps réel ce que j'écoute. Mais c'est un album de SZA. Tu vois, la chanteuse de R&B et de rap et tout. Plus R&B. Son album Control, qui est sorti en 2017, je l'ai réécouté récemment et j'étais là, oh là là, quel gifle musical. Ce que j'aime dans cet album-là précis, c'est en fait c'est la narration un petit peu, tu vois. Quand tu passes d'une musique, on parlait d'écouter un peu de la musique quand t'es dans une voiture et tout, mais elle est tellement douée pour, en tout cas son équipe, etc., vraiment pour passer d'une musique à l'autre et tout est super fluide et j'admire un peu le côté, le détail des choses, en fait. Elle a apporté, ça se sent à l'audio qu'elle a apporté du travail dans son travail. Enfin, c'était précis. Chaque son, chaque interlude, tu vois, chaque chose. T'es allé me tacler à nouveau sur Non, je t'écoute vraiment avec admiration. Mais c'est vraiment une belle pépite. Donc, si vous avez du temps à tuer et que vous êtes à court d'inspiration sonore, n'hésitez pas, mes chers audiophiles, allez checker le travail de cette jeune demoiselle qui va d'office sortir un projet d'ailleurs cette année en 2020. Edson, as-tu quelque chose à conseiller? On dirait que tu fais la promo pour ta sœur. En plus, il a dit 2020. 2021. Sorry, putain. Je suis coincé en 2020. Peut-être que je voulais trop rester dans cette année. C'est totalement faux. Génial, magnifique, incroyable, flamboyante. Moi, la série là sur laquelle je suis tombé il y a quelques semaines, c'était Master of None. Je sais pas si vous voyez. Avec Aziz Ansari. Ouais. Et j'ai trouvé qu'il y avait des phases qui étaient juste de l'ordre du génie. Et d'autres un peu plus, un peu moins inspirées. D'accord. Mais la manière dont il raconte son quotidien, elle est juste délicieuse, en fait. C'est tordant de rire et en même temps d'une simplicité folle. Et je pense que c'est ça qui a fonctionné, en tout cas pour les 2 premières saisons. C'est cette simplicité avec laquelle il raconte les choses et avec laquelle il raconte son parcours. Enfin, je sais pas si c'est son parcours de vie personnel, mais en tout cas, il y a des trucs, par exemple, dans lesquels on peut tous se reconnaître. Il est indien, d'origine indienne, c'est un Américain d'origine indienne, et il a un meilleur ami qui est asiatique. Je crois que c'est Vietnam ou Chine, je sais plus exactement. Et le début de l'épisode, c'est le père qui arrive, donc le père d'Aziz qui arrive en disant ouais, est-ce que tu peux aller me chercher un truc au supermarché? Et Aziz qui le regarde et qui dit oh non, je dois aller voir Avengers 4 là au cinéma avec mon meilleur ami. J'ai peur de rater les pubs avant le film et tout. Je suis vraiment passionné, etc. Et tu vois le père qui le regarde comme ça. Et ils font un flashback sur l'enfance du daron, qui est en Inde, qui joue avec 2 petites voitures en rouille, tu vois, et qui grandit, et qui arrive à ce point. Et qui se dit, je vais aller aux États-Unis, je vais éduquer mes enfants, je vais les mettre bien, mais en fait, il le fait de manière humoristique, tu vois. Et tu vois ça, et puis tu reviens sur le daron qui le regarde comme ça, qui se dit, j'ai fait tout ça pour toi. Pour ça, pour finalement que ça soit ça que tu me rendes. Mais en même temps, j'ai fait tout ça pour ça. Donc c'est très intéressant. Ambivalence, en fait, quoi, un petit peu. C'est exactement ça. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans la série. Il y a beaucoup de... C'est très intelligent. Je trouve que c'est très intelligent. C'est fin. Après, oui, c'est fin. Et après, bon, elle a été un peu suspendue à cause du mouvement MeToo. Ok. Mais je pense qu'ils vont refaire une saison 3, là. Nice. En tout cas, ils en reparlent. Et voilà, donc je conseille vraiment cette série parce qu'elle est très, 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 très intelligente et drôle et tordante de rire. Yes. Merci Edson d'avoir partagé. Avec grand plaisir. J'ai oublié de te demander, juste avant qu'on parte, qui sont tes inspirations au niveau comique? On a parlé d'Andrew Schultz. Je crois que c'est un peu tout. Je regarde pas. Moi, c'est d'autres personnes qui m'ont inspiré plus dans la musique que dans l'humour. Dans l'humour, j'ai pas vraiment d'inspiration. Mais par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'était M.I.A. et Pharrell.
Parce que c'était 2 personnes de couleur qui brisaient un peu les codes de ce qu'on leur imposait musicalement en couleur, tu vois. Pharrell avec N.E.R.D, c'était presque du rock ce qu'il faisait. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais là, ok, donc en fait, je suis pas obligée, c'est pas parce que je suis arabe que je vais écouter Ryan B et des trucs comme ça, tu vois. Non, en fait, je peux écouter des trucs avec de la guitare. Et donc ça, c'est ce qui m'a inspiré, en fait, voir quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, des artistes de couleur, mais qui M.I.A. pareil, hein, la meuf elle faisait d'électro et tout, et alors qu'elle était sri-lankaise. Donc ça, c'est plus les trucs qui m'ont inspiré. Mais en humour, il y a eu Andrew Schultz, c'était plus sa carrière. C'est comme Chelsea Handler, c'est pas nécessairement son humour, c'est vraiment sa carrière qui m'inspire beaucoup. Mais j'ai pas. En fait, casser des portes, c'est vraiment. Voilà. Des gens qui ont pas suivi un carcan. Exactement. C'est ce qui te plaît, ce qui te parle, avec lequel tu résonnes le plus. Exactement, parce que je trouve que voilà, tu sais, c'est important de montrer que même dans la couleur, il y a de la diversité. Ouais. Et c'est ce que certaines personnes ont fait. C'est ces personnes-là qui m'ont beaucoup inspiré dans ma vie. C'est beau. En plus avec. Ouais, non, mais en plus, checker le travail de Pharrell, enfin, juste lui. Je suis une immense. Moi, je crois que je suis la plus grande fan de Pharrell et N.E.R.D. Vraiment, toi, tu kiffes pas? Ah non, je disais, elle disait, je suis la plus grande fan. Ah ouais, c'est vraiment genre, non, c'est toi. Non, c'est moi. Oui, mais ça n'a pas fonctionné. Elle juste. Non, parce que je sais. Désolé, je sais. Il n'y a pas plus que moi. Ah là là, ils sont partout. En fait, moi, c'est ce qui m'avait. Pharrell, en général. Mais les gars, soyez pas, c'est bon, hein. Non, mais ce qui est marrant en plus avec le travail, on a le temps hein, ici, hein, on va pas terminer cette émission, les gars. Ce qui me fascine avec le travail de Pharrell, c'est que il y a une époque où il était partout, tu vois. Genre de 96 à 2007, il était partout, dans tous les hits qui est pop du moment. Il était partout, quoi, avec Timbaland. Et enfin, c'était Drop, c'était l'album de Justin Timberlake, Justified, c'était. I just want you to know you're my favorite girl. Et c'est même marrant maintenant quand j'écoute des chansons. Parce que aussi j'écoutais du Britney, j'étais là mais putain. Même là c'était lui. Le mec il était partout. Partout. Il était trop. C'est dingue. Bon allez, on va quand même clôturer les amis. C'était un plaisir de passer un moment avec vous. Pareil. C'était vraiment plaisant. Merci d'avoir accepté, Cyrine, de venir avec ton emploi chargé. Si vous êtes un petit peu en manque de à peu près sérieux et que vous vous dites que vous pourriez écouter davantage, eh bien, je vous invite à aller checker les À ceux qui osent, où c'est moi qui vais à la rencontre de comédiens, auteurs, réalisateurs, entrepreneurs, tout le monde, un petit peu, toute personne qui a un peu osé, qui est sorti des sentiers battus. Et c'est juste en audio, donc typiquement, l'idéal quand on est en voiture, qu'on va au travail, ou qu'on prend le métro et qu'on va au cours, eh bien c'est typiquement très bien pour ça. J'aimerais vite fait remercier toutes les personnes qui sont derrière ce podcast. Mon fameux réel, Coco, bien sûr, assistant prod, Igor, Victor derrière la caméra, Julien, chef op au niveau des lumières. Ce travail ne serait en tout cas pas possible sans eux. Et puis, vous, je vous dis à bientôt. Les gars. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Peace. Et bien voilà.